Bien, bonsoir tout le monde. Je vous invite à prendre place. On va commencer. Une fois n'est pas coutume, on va commencer presque à l'heure. On va peut-être aussi finir à l'heure, pour une fois. Je vous remercie du coup pour votre présence à cet atelier sur le transport dans le cadre du projet ECO, dont la concertation a été lancée le 17 octobre. On va avoir un atelier avec plusieurs temps d'échange. On est aussi en visioconférence. Il y a quelques personnes qui sont à distance avec nous. Je vous demanderai du coup, pour être audible de ces personnes, de bien parler dans le micro quand on aura le temps de questions-réponses. Je laisse la parole du coup à Monsieur Grimaud, le maire de Paris, pour un accueil, pour accueillir cette réunion. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. Si c'est un grand mot, tous, puisque dans cette grande salle, aussi peu de monde, je suis un peu surpris que les Parisiens ne soient pas intéressés par ce projet, mais bon, ils viendront nous poser des questions sûrement dans quelques jours. Bienvenue aux équipes d'Élise Énergie. Bienvenue à leurs collaborateurs. Donc, vous savez tous que une partie du projet devrait se construire sur Pardis, donc à l'emplacement anciennement l'usine de Gara. Donc, cette usine de biokérosène sera construite dans le cadre de la décarbonation de l'aéronautique, puisque c'est du biokérosène. Cette réunion d'aujourd'hui, donc, qui portera sur le thème de la logistique, et une réunion en plus des nombreuses réunions qui ont eu lieu dans notre commune. Donc, ça fait partie de la concertation du public, donc qui est obligatoire pour un projet de cette importance. Donc, à Pardis, on est déjà un peu habitué au thème de la logistique, puisqu'on a à l'autre extrémité de la plateforme industrielle, donc on a la base logistique de Lidl qui a été confirmée, donc qui va se construire. Donc déjà, donc, il nous parlait des agents de Lidl de 300 camions jour. Donc aujourd'hui, quelques camions vont venir se rajouter donc, sur la départementale 33. Donc on va laisser le soin donc, aux gens du département de traiter ce sujet. Et donc, je vais laisser la parole donc, maintenant aux personnes, aux ingénieurs d'Élise Énergie. Et je vous souhaite une bonne soirée, avec beaucoup de questions, je l'espère, et bon débat. Merci, Monsieur le maire. Juste avant de commencer, donc, je vous présente donc, les objectifs. Aujourd'hui, on va vous repartager le projet ECO pour que tout le monde, pour ceux qui n'ont jamais participé à un événement, puissent prendre connaissance du projet dans ses généralités. On fera un zoom sur la thématique du transport, le transport en phase d'exploitation, mais aussi pendant la phase chantier. Et il y aura plusieurs temps de questions-réponses. Donc, on aura 3 au total dans la soirée. Je vais laisser du coup la parole à Marion Tenet et Virginie Almizar pour présenter la CNDP et la concertation préalable. Elles sont garantes de la Commission nationale du débat public. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si vous avez tous participé déjà au moins une fois à un atelier, une conférence, pour faire une petite présentation de notre rôle avec Marion. Nous sommes 3 vraiment nommés par la Commission nationale du débat public pour, comme tiers neutre, indépendant, qui allons garantir que cette concertation se déroule dans les règles de l'art. Donc, qu'est-ce que la Commission nationale du débat public? CNDP, c'est une organisation publique indépendante qui ne dépend ni du pouvoir politique, ni des porteurs de projets, et qui a pour objectif de permettre, donc si j'arrive à garantir le respect du devoir d'information et de débat avec le public dans le cadre de la Constitution française.
Et comme je ne connais pas l'extrait de la Constitution française par cœur, j'ai besoin quand même de pouvoir la lire. Super, qui dit que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement tenues par les autorités publiques et participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Donc, article 7 qui a été rendu constitutionnel et qui était au préalable dans la Charte de l'environnement. Donc, c'est un droit fondamental qui permet, qui participe à la démocratie. Alors, à quoi sert la concertation? Tout d'abord, à débattre de l'opportunité du projet. Si vous avez regardé un petit peu de cette concertation, on parle du scénario 0, c'est-à-dire sans un projet, qu'à l'issue de cette concertation, les porteurs de projets sont Élysée Énergie et RTE décider de continuer ou bien de l'améliorer justement grâce au débat, au questionnement qui aura été posé tout au long de cette concertation qui dure 3 mois. Bonsoir à tous. Alors, pour faire rapide, donc, les 6 principes de la CNDP que vous connaissez et qui sont effectivement les principes que, bien entendu, les garants doivent absolument garantir. C'est tout d'abord qu'on est complètement indépendant, on doit être neutre sur le projet. À aucun moment, nous allons émettre un avis sur le projet. Contrairement au commissaire enquêteur, pour ceux qui ont l'habitude sur les enquêtes publiques, le commissaire enquêteur doit donner son avis, sans avoir que c'est une place finale. Nous, les garants, notre rôle, c'est vraiment de garantir une transparence absolue par rapport à tout ce qui va être amendé pendant cette concertation. Il y a eu déjà le dossier de consultation en tant que tel qui existe, mais l'objectif aussi, c'est que pendant cette concertation, il y ait d'autres documents qui puissent émaner. Peut-être vous avez en votre possession des études diverses et variées que le porteur de projet n'a pas. Donc ça, on peut tout à fait pouvoir les publier. C'est un peu l'objectif. Et que toute information, les études en cours peuvent être faites par le porteur de projet puissent en fait être amenées à la connaissance du public. Donc ça, c'est fondamental. L'argumentation, bien entendu, fait partie du débat. L'idée, c'est pas juste de dire on est pour, on est contre. C'est d'expliquer ces arguments, effectivement, de pouvoir argumenter ces vérités. Et ça, c'est fondamental. On n'est pas là pour compter qui veut que le projet se fasse ou ne se fasse pas. En fait, c'est pas ça qui fait avancer le débat. C'est voir dans quelles conditions, s'il se fait, de se faire au mieux en concertant avec tous les publics. Et l'égalité de traitement et l'inclusion en font partie, évidemment, c'est d'aller au-delà de tous les publics. Et aujourd'hui, on a un public entre guillemets averti. Il y a beaucoup de têtes qu'on connaît déjà, mais qui sont assez fidèles, qui sont là chaque fois, on vient nous voir, ça nous fait plaisir. Mais après, il y a des publics qu'on voit rarement sur ce type de réunion. C'est pour ça qu'on va aller les chercher sur les marchés, qu'on va aller chercher. Maintenant, on a fait on a eu plusieurs réunions avec des étudiants. Donc, c'est important aussi d'aller au-devant des personnes. Il y a un stand mobile mercredi prochain au X. Voilà. Donc, c'est important d'aller rencontrer tous les publics et que tout le monde puisse donner son avis. Donc, notre rôle, nous, les garants, on a fait une étude de contexte. On a rencontré un certain nombre de personnes pour, avec l'équipe d'Élysée Énergie, co-construire le dossier de consultation et surtout ses modalités. Donc, ça, c'est fondamental. Pendant la concertation, notre rôle, ça va être veiller à la sincérité, à la transparence des informations, que tous les publics puissent avoir accès à l'information et puissent s'exprimer. Et à la fin de cette concertation, nous aurons 1 mois pour rendre un bilan. Donc, dans ce bilan, encore une fois, on ne va pas donner notre avis, mais on va consigner comment s'est déroulée cette concertation et tous les arguments qui en sont ressortis et potentiellement des questions qui n'ont pas eu de réponse. Et donc, on va demander à la maîtrise d'ouvrage de répondre à ces questions. Et la maîtrise d'ouvrage a 2 mois pour répondre aux questions du bilan. Et tout ça, c'est la fin de cette fameuse concertation préalable. Et ensuite, il va y avoir une phase qu'on appelle une concertation continue, qui va être le temps entre la fin de la concertation préalable et l'enquête publique. Et en fait, là, les modalités sont définies par la maîtrise d'ouvrage encore une fois. Donc, peut-être dans la réunion publique, ça c'est la maîtrise d'ouvrage qui en décidera, avec un garant qui sera nommé aussi pour cette concertation continue.
Et tous ces dossiers-là feront partie intégrale du dossier de l'enquête publique. Et là, on est sur la fin de la partie réglementaire. Donc, je vous laisse la parole. Je vous laisse le micro. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, on a plusieurs événements à venir. Mardi, il y aura une conférence débat sur l'eau. Il y a 2 autres ateliers à venir. Un sur les synergies et les connexions autour du projet. Et un dernier sur les contributions au territoire. Il y a également un forum de clôture le 11 janvier. Et pas très loin d'ici, il y a une exposition. Les panneaux que vous voyez à l'entrée sont également à la mairie de Guerre en ce moment. Et ils seront à partir du 28 à Os-Martigny. Donc, si vous voulez inviter des personnes à se renseigner, n'hésitez pas à les inviter en mairie. Vous avez aussi de nombreux outils pour vous exprimer. Il y a des registres à la fois numériques. On a un également au fond de la salle si vous souhaitez laisser un avis, poser une question. Et vous avez une messagerie vocale. N'hésitez pas là, tous ces outils sont pour vous que vous puissiez vous exprimer et poser toutes vos questions. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire une courte présentation du projet ECO. Étienne de Élise Énergie va vous présenter le projet. Pour essayer de résumer, il y aura la vidéo introductive. Ensuite, il vous présentera les choses. Ensuite, on sera sur la phase d'exploitation avec Axel. On aura aussi l'intervention de la CCLO pour vous présenter un projet d'aménagement. Et enfin, on sera sur la phase de travaux. Je laisse Étienne te laisser l'introduction sur le projet. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Rapidement, Élise Énergie est née de la volonté de ces actionnaires fondateurs d'agir sur la transition énergétique, sur un des piliers de la transition énergétique, convaincus de l'importance d'agir sur tous les aspects, que ce soit la sobriété, l'efficacité et la transition vers le renouvelable, pour des consommations qui aujourd'hui sont inévitables et nécessitent des traitements liquides sans alternative. Une nécessité et passe par la réduction de nos émissions de carbone avec le développement de solutions innovantes. C'est l'objectif du projet ECO, avec la production de molécules bas carbone pour accompagner la décarbonation des secteurs de l'industrie chimique, du transport maritime et du transport aérien. ECO est porté par Élise Énergie, une PME industrielle française indépendante qui ambitionne de développer des véhicules produits en France. ECO sera implanté dans les Pyrénées-Atlantiques sur le bassin industriel de l'Arc, un site historique en pleine reconversion, idéal pour accueillir le projet. ECO serait composé de 3 sites. Aulac à Aubrax produira de l'hydrogène dit bas carbone par électrolyse de l'eau, pour alimenter les usines de biokérosène et de e-méthane. Aulac produira du e-méthanol, une molécule de synthèse fabriquée à partir du CO2 issu du captage des émissions d'autres industriels et d'hydrogène bas carbone sur la plateforme de l'Arc. Biotijet produira du e-biokérosène par 10, un carburant d'aviation durable synthétique fabriqué à partir de biomasse qui est en concurrence avec les productions destinées à l'alimentation humaine mondiale et d'électricité décarbonée. Les synergies industrielles sont au cœur du projet ECO entre les sites, mais aussi avec la plateforme industrielle et ses entreprises. RTE, réseau de transport d'électricité, porte le projet de raccordement électrique par liaison souterraine du projet ECO au réseau national. Il bénéficiera ainsi d'une électricité renouvelable et d'un climat. Pas de faux. Donc, au-delà de la vidéo, quelques petits rappels sur le projet. D'abord, les ressources. Donc, tous ces projets de carburant sont excessivement électro-intensifs. On a besoin de 550 MW de puissance électrique. C'est une valeur d'importance. La partie biotijet qui utilisera de la biomasse sous différentes formes,
sèche par an. Et les prélèvements d'eau bruts, centenaires pour tout ce qui sera rejeté au milieu naturel sont de environ 870 mètres cubes. L'état actuel du Polestin, c'est de 8 cubes. Le projet utilise de l'oxygène et le mélanger de les 180 tonnes d'oxygène sont un des taux produits des électrolytes. Utilisera 288 tonnes de dioxyde de carbone qui sont soit émis en gazéification sur l'étiquette, soit affectés sur différentes sources de la plateforme de solution. Et enfin, le projet a besoin de vapeur et aussi émetteur de vapeur, possibilité d'utilisation de l'utilisation de cette vapeur sur le site. Donc, nous avons lancé des études d'incertitude au tout début du projet, principalement des études X d'impact au niveau de tout ce qui est sur le milieu naturel, sur la faune, la flore, tout ce qui est disponibilité de l'eau, l'évolution et la prospective du gaz de l'eau, est-ce qu'on peut faire de l'eau, est-ce qu'on pourra continuer de l'eau, sans être périmé par la ressource. Des études par rapport au milieu physique, on va en parler tout à l'heure, que ce soit sur le sport, le industriel, et des études par rapport au milieu humain, donc des études d'architecture, d'alimentation, des études sur la qualité de l'air, sur les impacts potentiels au niveau des odeurs et tout de ça sur la santé. Ce projet nécessite des fondamentaux, des invariants sur lesquels on ne peut pas revenir au risque de scénario extérieur. Des objectifs de production, 200 000 tonnes de méthanol et 75 000 tonnes de biokérosène par an, qui nécessitent 72 000 tonnes en d'hydrogène. Une certification bas carbone de molécules, on doit être en capacité de démontrer par rapport aux normes applicables des directives européennes qui rentrent en vigueur, on est capable de réduire les émissions de CO2 de 60% possible. Des dates de mise en service qui correspondent aussi à ces mandats d'incorporation qui sont concomitants aux normes européennes, le 27 et le 28. Le choix du site sur le bassin de lac et l'objectif de synergie entre le site et avec les autres industriels du secteur pour favoriser l'utilisation et les usages circulaires. Aujourd'hui, on vous présente 3 scénarios, au-delà du scénario d'absence de travail. Le premier scénario, qui est un scénario où on cherche à réduire les CAPEX, et pour ça, le projet de budget n'utilise pas l'hydrogène. Qui ne dit pas l'hydrogène, dit qu'on est obligé de faire 2 fois plus de biomasse pour la quantité d'hydrogène qu'on a besoin pour faire l'hydrogène. Et c'est un scénario pour le CAPEX, où du coup, on fait un espace de recyclage et où on est tout l'année continuer à avoir des synergies internes, puisque on consomme des fois plus de biomasse, on fait du CO2, projet de méthanol. On ne va pas injecter du CO2 sur la place de l'electricité. C'est un projet qui aujourd'hui est un risque pour nous sur la société agricole, mais c'est une réalité. On porte un projet qu'on a appelé celui de l'équilibre national, où on va chercher à optimiser à la fois les consommations d'eau, la quantité de biomasse, le trafic, en limitant le trafic routier et en mettant ce qui est raisonnable sur le train. Ça permet de maximiser les synergies et le recyclage entre les différentes plateformes et permet de développement local grâce en particulier à tout ce qui va être notamment l'action des biomasses. Le troisième scénario est un scénario qui vise à minimiser l'impact sur le territoire et sur les ressources. Donc, on n'utilise pas la biomasse locale, on fait que l'import de biomasse. On utilise un recyclage complet de l'eau sans forcément regarder les intérêts
projet. Et effectivement, on se trouve un scénario qui voit du tout du niveau local sur la partie de masse, on va arriver au niveau du budget aujourd'hui, sur un budget total estimé avec une fourchette qui est environ 30% de milliards d'euros au total. C'est le chiffre qui peut s'affiner avec le temps et avec l'accès aux études, puisque le bilan 3 est lié aux études simplifiées, sur lesquelles nous allons pouvoir commencer les travaux détaillés l'année prochaine, sur les années 1, avant d'enchaîner à partir de 2025 sur l'ingénierie de l'État et la construction. Et par les études de faisabilité et de l'emploi simplifié sont financées principalement par les énergies propres, avec l'aide de l'ADEME dans le cadre de la subvention du projet 3D. Et à partir des études suivantes, les projets sont financés principalement les investisseurs institutionnels et les implémentaires. Merci Étienne pour cette présentation. On va passer à un temps de questions-réponses avant d'être sur la thématique du transport. Pour les gens qui sont en visioconférence, vous pouvez poser vos questions dans la conversation et on va vos questions à l'issue des questions de la salle. Je me dirige vers la salle. Laurel, ma collègue, va vous apporter un micro si vous avez des questions. Pas de questions pour le moment. Monsieur, au premier rang. Oui, bonsoir. Donc, le produit est déterminé à 70%. C'est ça l'objectif. Dans le kérosène, on mettra que 6%. C'est-à-dire que le kérosène final, il est décarboné à 4%. Il y a le mandat d'incorporation de l'Union européenne, et le premier mandat entre en 2025, ça va prendre 2% de avoir des solubles par le mix total. On monte à 6% en 2030, et on arrive aujourd'hui sur un schéma qui avait 60% de mix. Et c'est les 60, c'est juste sur le rythme. Les moteurs, c'est sur les moteurs existants. La motorisation existante a potentiellement la capacité d'utiliser 70% de ce type de produit. Est-ce que je comprends? Oui. C'est-à-dire que là, on démarre par 6% et on peut aller monter jusqu'à 60% d'incorporation dans le kérosène fossile. C'est le mandat aujourd'hui de la régulation qui a été mis avec l'équipe 22 tout il faut savoir que, par exemple, le Friction Act des États-Unis prévoit le 100% de sur la production. Donc, on peut aller jusqu'à 100% de ces carburants. C'est-à-dire que, vraiment, ce que vous faites là, on est capable de faire tourner l'avion à terme, sans douche à rien, avec 100% de produit. On est capable. Alors, ce produit-là, aujourd'hui, la norme autorise, oui, je ne parle pas de norme, mais la faisabilité d'un ingénieur. Oui, si j'ai 88 tonnes de kérosène, je fais un électro avec la 380 par une sans problème. Merci, bonsoir, Sébastien Lebul, merci. J'avais une question sur l'électricité, en fait, qui est indiquée 750 MW de puissance installée. Ça parle de la consommation des installations ou une production qui serait locale. 550 MW, c'est la puissance installée. Et est-ce que ça absorbait? Et vous avez dit la consommation même qui s'est représentée, il faut multiplier par un milliard de production annuelle. Est-ce que quelqu'un qui se suit Bonjour.
Vous avez avec 140 000. Vous avez parlé que vous aviez besoin de 500 MWh. Qu'est-ce que vous pouvez faire par correspond sur le réseau en nucléaire? Vous avez utilisé deux fois plus de l'UMAS pour commencer pour payer le projet. Vous comptez vous stocker le projet, c'est mis comment? Alors, plusieurs choses. Déjà, ce sont des scénarios alternatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas le même projet. On ne peut pas avoir un scénario qui utilise l'hydrogène l'électricité et la biomasse l'hiver. On fera demain de l'autre. Aujourd'hui, notre scénario préféré, c'est qu'on utilise un peu la biomasse et l'hydrogène électrique. Et c'est là un peu le principe. On ne peut pas basculer de l'un à l'autre. Ce n'est pas une unité, c'est pas une chose, c'est un projet. Ensuite, on travaille, et je vous invite à venir à l'écouter si vous avez des connexions, on travaille avec eux, on travaille aussi sur le besoin et la capacité d'effacement de stockage. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui étudiées par rapport à la nécessaire flexibilité du réseau, par rapport à tous ces projets qui sont assez intensifs, dans lesquels aujourd'hui RTE nous fait signe qu'il y a des mouvements, il y aura des pics, il y aura des risques, il va devoir s'effacer pour faire passer les pics. Et on travaille pour avoir une installation qui est compatible avec cet effacement, peut-être avec du stockage. On évite les risques d'avoir des stockages d'hydrogène, peut-être avec des unités plus flexibles qui sont capables de fournir un peu moins d'électricité disponible et un peu plus quand l'électricité qui se livre en été et ce qui se soleil. Toutes les possibilités sont là. C'est encore à l'idée. Sur la passer un peu. Vous stockez du hydrogène alors oui, dans les pics pétrole, bon, il faut savoir que l'hydrogène est quelque chose qui est très dangereux, très volatile, très léger. Donc on peut en stocker beaucoup. De toute façon, on stockerait quelques heures maximum, dans des cuves enterrées pour éviter les risques d'explosion. Ça reste à définir. Lorraine, peut-être qu'on peut regarder sur le chat si on a quelques questions qui se sont posées. On n'a pas de questions du coup sur le chat. Je me retourne une dernière fois vers la salle. Okay. Et bien, on va laisser du coup la parole à Axel qui va vous présenter le transport en phase d'exploitation. Il fera plusieurs temps de questions-réponses lors de cette présentation. Bonsoir, merci d'être venu à cet atelier sur le transport. Dans un premier temps, on va rappeler de quel flux on va parler ce soir. Ça va être les flux du projet qui ne vont pas se transporter, s'approvisionner ou se distribuer par canalisation. Donc, on va parler du bioéthanol, du kérosène et du biomassa et de la biomasse. Donc, pour transporter ces différents produits, on a des schémas de transport un peu classiques, on est tous. Transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien. Dans ce cas-ci, le transport aérien ne fait pas de sens, donc on a quitté très, très, très rapidement. Et on reste avec ces trois modes de transport qu'il nous faudrait combiner et étudier pour voir dans quelle mesure il peut y avoir recours et dans quelle mesure ils sont intéressants. Pour nous, ce qui est important, c'est de réussir à construire une chaîne logistique, donc une chaîne d'approvisionnement et de distribution qui soit efficiente. Une chaîne efficiente, il faut qu'elle permette d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité, au bon prix. Et dans le cas, on rajouterait également les flux mondiaux en carbone, c'est le cœur du
projet éco. Et en respectant ces critères, ça permet donc de servir les besoins de l'entreprise, les besoins de nos clients finaux et de s'inscrire le mieux possible dans l'environnement socio-économique et environnemental. Donc, les trois modes de transport qu'on a observés ont des impacts différents sur le territoire et sur les différents éléments. Donc, le transport routier, lui, dans un scénario, 100% de mes flux seraient gérés par transport routier, ne générerait que 0 à 2% d'augmentation sur le trafic général de la majorité des axes autour du projet. Et pour les axes plus proches que vous pouvez compter, on serait sur une augmentation de 2 à 5%. Le transport ferroviaire, lui, présente un impact faible sur les fluidités des voies des axes routiers. Permettrait un désengorgement de la route via le voie modèle. Le transport maritime, lui, ne va pas se suffire à lui-même, dans le sens où, une fois arrivé au port, pour aller au port, on a besoin d'un autre mode de transport pour finir le chemin jusqu'à la plateforme ou bien où les ports. Ça fait appel à soit les transports routiers, soit le transport ferroviaire, selon les solutions. On s'est prêté un peu à l'exercice, comme c'est le cas de notre projet, de comparer les impacts carbone et énergétiques des différents modes de transport. Donc, on constate que sur un même trajet pour les mêmes quantités, donc là, on a pris un trajet de 85 km par exemple, le transport routier sur les mêmes quantités serait 4 fois plus consommateur d'énergie que le ferroviaire. Ce ne sera pas vrai sur tous les axes dans toutes les situations. Dans cet exemple-là, c'est 4 fois plus d'énergie. Et le train serait 35 fois moins émetteur de CO2 que le transport routier. Au niveau des impacts sur l'aménagement du territoire, donc le projet éco, les sources de développement, donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais il pourrait y avoir une remise en état, un développement des voies ferrées, soit notamment sur les formes des Pardis, sur les formes de l'Iran, et potentiellement le développement d'accès sur certaines plateformes. Le transport maritime pourrait lui favoriser et contribuer au développement des différents projets à venir ou pour les ports de Bordeaux, les premiers proches. Au niveau de la provenance biomasse, vous pouvez avoir un recours à ces 3 modes de transport pour s'approvisionner en biomasse. On aurait recours au transport routier pour un approvisionnement situé dans 200 km dans le nom du projet. Parce que au-delà, je pense qu'on aurait plus d'avantages à passer par un mode de transport comme le ferroviaire. Et le bilan carbone et sur le coût du transport deviendrait un peu moins compétitif, un peu moins intéressant. Pour le transport ferroviaire, on est dans un peu plus loin, mais si on arrive à avoir des besoins de domestication, on peut envisager, comme on fait l'exercice tout à l'heure, des trajets de 85 km sont aussi envisageables. Et ça nous permet d'atteindre différentes zones, comme la Creuse, la Corrèze, Pyrénées-Atlantiques, le Léon, l'Occitanie, et non pas que l'Occitanie. En ce qui concerne le transport maritime, on serait dans le cas de l'Ouest sur un approvisionnement basé sur le bassin méditerranéen et essentiellement sur le bassin méditerranéen.
En ce qui concerne les créations d'emplois, donc les différents modes de transport proposent différentes créations d'emplois sur le transport routier et surtout les modes de création d'emplois en direct, puisque le flux vous nécessitez de travailler avec les entreprises spécialement locales, donc vous voulez ces entreprises d'engager de nouvelles personnes, de nouveaux flux routiers. Sur le transport ferroviaire, et notamment via le biais du traitement des biomasses et de manipulation, on aura des emplois directs, mais également indirects. Et enfin, sur le transport maritime, on a aussi pour étudier donc, ces différentes solutions, on a lancé et on continue d'investiguer et de réaliser plusieurs études pour pouvoir réussir à terme à concevoir le meilleur mix de transport possible. Avant de vous partager du coup, vous présenter plus en détail les transports ferroviaires, routiers et maritimes, faire un petit temps de questions-réponses. Et là, oui. Une question sur l'utilisation du bateau. Les ports, en tout cas, vous avez parlé des ports de Bordeaux et du Bayonne, mais vous dites que l'origine de la biomasse serait le Méditerranée. Je ne comprends pas très bien, parce que du coup, il faudrait faire venir justement les ports de Bayonne ou de Bordeaux en bateau, et ensuite, du coup, en acheminement en train, en train. C'est ça, c'est exactement ça. On fait référence au port de Bordeaux et de Bayonne, puisque ce sont les ports de proximité qui sont les plus pertinents et les plus évidents. Effectivement, si l'approvisionnement de la biomasse par voie maritime est sur le bassin méditerranéen, ça implique effectivement d'apporter ces biomasses jusqu'à ces bords-là et de finir en post-acheminement par voie ferrée ou par voie de route. C'est surtout que, je pense vu que l'Occitanie, par exemple, qui est aussi sur le bassin méditerranéen, vous nous dites que vous avez utilisé le réseau ferré. Dans ce cas-là, pourquoi va directement passer par le réseau ferré et utiliser l'Occitanie et cette région dispose de voies ferrées. Et les plateformes, les sites industriels sur lesquels le projet éco va s'inscrire sont embranchés fermés. Donc, dans la mesure du possible, on va favoriser cette option. En revanche, le bassin méditerranéen est grand, et pas que les côtes françaises. Si la biomasse vient plus loin, c'est plus difficile d'avoir beaucoup de réflexion locale et on est plus contraint de faire une médecine. C'est ça qui me manquait, c'est la pure influence de la vie. C'est bon. Bonjour, bonsoir. Cette discussion me fait penser au fait que la zone d'achalandage pour la biomasse, elle est assez grande. Parce que ça correspond à ce qu'on voit déjà pour la France, c'est même plus qu'un tiers. Et puis donc, vous dites qu'on pourrait même aller à l'étranger. Donc, le produit global, on a 300 000 tonnes en tête pour le biokérosène, et globalement, c'est 500 000, c'est plus que 300 000. Est-ce que, comment dire, c'est quand même une quantité énorme, hein, parce que il y a eu un projet italien sur les Pyrénées qui concernait 400 000 tonnes, et on a bien vu que rapidement, ça mettait la forêt pyrénéenne en HS. On parle effectivement de 300 000 tonnes de biomasse sèche. Donc, suivant le type de biomasse, elle a plus ou moins une unité. Le pouvoir brut est forcément différent, mais pas exactement. On prend la biomasse qui est des restes de palettes, de bois de chantier, elle est déjà séchée. Donc, le poids est quasiment le même. Quand on prend effectivement des coupes de frontières éclaircies qui sont déjà des arbres, c'est plus ou moins sur le nickel, le poids plus léger.
On parlait au début, quand on a vu des scénarios alternatifs, on a un des scénarios qui consiste à reporter son biomasse. On a dit que c'est le scénario préféré, mais je te dis que c'est un scénario qui présente à la consultation de l'écrit. Donc on regarde comment on peut le comporter. Voilà. On a aussi des études en cours, on a parlé lors de la conférence de masse sur qu'est-ce qu'on veut prélever, quelle quantité on veut prélever et comment on peut la prélever pour ne pas mettre en péril la durabilité du massif. La durabilité du massif, c'est la durabilité de notre ressource, c'est la durabilité de notre usine. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'usine. Il faut qu'on s'assure que les arbres poussent plus vite que ce que l'on fait. C'est fondamental, c'est fondamental économique. Donc, potentiellement, il faut lisser l'approvisionnement, aller un peu plus loin à en péril massif. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde effectivement sur des acheminements, des centralisations d'acheminement, et qu'on les voit un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un peu à droite et à gauche, c'est bien poussé. On voit à gauche et le petit se passer à la gauche. C'est pas durable. C'est certainement pas ce qu'on fait. Donc, le projet fonctionne. Quelle est l'ambition par rapport, par exemple, au document Z, par rapport à la consommation annuelle en France, je dirais, donc à partir des aéroports, quelle proportion vous pourriez apporter dans les besoins en combustible? Alors, l'unité représente 17% du mandat de corporation requis en France par rapport à la consommation actuelle. Nous, ça c'est un constat. En fait, on a un devoir collectif de transition énergétique. Quelle sera la consommation exacte de kérosène en 2030? C'est à nous de décider collectivement. Et peut-être que cette unité représentera plus que 17%. Et peut-être, j'espère vraiment pas qu'elle représentera moins de 17% parce qu'on va continuer de monter la consommation. C'est pas notre souhait. Parfois, on individu, c'est pas notre souhait. Nous, on se dit, voilà, la production actuelle de l'étiquette, c'est 17% de la consommation actuelle de kérosène. Il y avait une question au premier rang. Oui, bonsoir, Bernard Galtier des Chiffres de Pau. Vous ne semblez pas avoir pris en compte les émissions qui correspondent à la collecte du bois, donc dans la forêt, et d'après les premières estimations, ce n'est pas négligeable. À moins que vous considériez que ce soit comptabilisé ailleurs, chez les exploitants agricoles. Mais il me semble que ça fait partie du process amont. Alors évidemment, ça dépend. La surface de collecte, elle dépend, vous venez de dire, de la masse du bois transporté, parce que ça varie beaucoup. Et puis de la collecte par hectare que vous estimez. Et on voit que c'est pas énorme. Alors, un premier élément de réponse, c'est si tu veux, je te laisse mobiliser. On parlait des émissions de carbone, du bilan énergétique, de l'approvisionnement de biomasse. Ce bilan est pris en compte dans l'objectif des moins 70% d'émissions de CO2 que nous avons. Nous suivons un indicateur qui est particulièrement important chez les listes, qui s'appelle l'ACV, donc l'intelligence de vie, et qui prend en compte justement cette partie d'approvisionnement de matières premières, de la biomasse qu'on a besoin pour produire ce litre de kérosène. Cette partie d'approvisionnement est bien prise en compte dans la transition. Et au fond, et ensuite, on regardera dans le chat s'il y a quelques questions. Je m'excuse, mais je suis obligé de vous reprendre. Vous avez dit que la production de kérosène représenter 17% de la consommation nationale, c'est ça que vous avez dit. Mandat d'incorporation.
on a notre facturation à 6%. 7% des 6%, alors, parce que vous avez dit que les 72 000 litres pour être à 7%, ce que j'ai entendu, en réalité, ça correspond à moins de 1% de la consommation nationale en 2019. Aujourd'hui, depuis la fin du Covid, on a peut-être de consommation, donc ça fait 1% de la consommation nationale. Je vais répondre. C'est effectivement ça, si vous ne tiendrez pas les énergies. On peut regarder dans le chat, est-ce que vous proposez qu'on puisse passer à la suite pour approfondir les trois solutions envisagées dans le transport. Pas de retour Noël. Sinon, on prendra à la suite. Pas de retour. Très bien. C'est pour poursuivre, donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, Étienne, le scénario que nous venir sur cette chaîne d'approvisionnement et de distribution, c'est d'avoir recours au transport routier et au transport ferroviaire. Pour faire l'écho un peu à la question de tout à l'heure, on a quand même étudié le transport maritime, puisque ça fait partie d'un des scénarios qu'on a évoqués. Donc, si on s'intéresse un peu plus près au transport routier, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais le transport routier, on y aurait recours pour une partie de l'approvisionnement de la biomasse et également pour distribuer le produit fini, donc le méthanol et le kérosène. On a fait une étude donc, initiale de stratégie routière pour dresser un peu un bilan de l'existant et également faire des projections de flux dans une hypothèse où l'entièreté des flux dont on se parle aujourd'hui serait gérée par le transport routier. Donc, l'état initial nous dit quoi? Il nous dit que les voies, les abords du projet sont bien dimensionnés pour accueillir ces flux-là et qu'il n'y ait pas de particularité du problème à régler. Il nous donne aussi l'indicateur du taux du poids lourd qui circule actuellement sur ces voies-ci. Donc, dans la majorité des cas, on est entre 5 et 6% de poids lourd sur l'ensemble du trafic, avec un masque un petit peu plus élevé à 9% sur la DX17 qui est plus élevé. Ça nous a aussi permis d'identifier, même si on a un peu l'habitude de vous et moi sur le point, on essaie de les connaître un peu, mais de confirmer que les heures de pente autour des projets sont bien les mêmes que les heures entre le secteur et les heures du médecin. Il y a une heure de soir, mais le plus important, c'est celle du médecin qui se passe. Donc, cette étude de trafic nous a permis de dresser cette carte. Donc, cette carte, c'est l'état projeté du trafic routier, qui inclut l'hypothèse maximisante où l'ensemble des flux routiers sont des flux d'hélice gérés par route, mais également qui incorpore donc, le croissement annuel tendanciel qu'on observe actuellement depuis quelques années, et des projets voisins qui vont s'implanter sur le côté du projet. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, CV, c'est pour tout véhicule. Donc, c'est l'ensemble des véhicules qui passent sur le réseau. Si on décompose un peu, vous avez les VL, donc les véhicules légers, ce sont les voitures de monsieur et madame tout le monde, c'est plus sur le réseau. Et PL pour poids lourd. Ce qu'on appelle poids lourd, c'est tout véhicule dépassant 3,5 tonnes à charge. Donc, ça peut être très rapidement considéré comme un poids lourd. Qui est encadré violé, ça correspond à la part de poids lourd à des utilités industrielles, commerciales, donc les camions vont pouvoir passer sur les routes. Donc, cette carte nous montre déjà le niveau du trafic d'ensemble et le pourcentage de poids lourds qu'on pourrait imaginer dans l'hypothèse la moins avantageuse, plus maximisante
sur les réseaux de trafic. C'est aussi un bilan qui nous conforte dans le choix et la volonté d'avoir un recours le plus possible au transport ferroviaire pour, même si ce bilan n'est pas vraiment problématique, limiter autant que possible la circulation sur les voies autour du projet. Donc, pour vous donner un ordre de plus concret, si l'ensemble des flux étaient gérés par le routière, on aurait besoin de 130 unités de transport. Ça pourrait être géré donc, par des entreprises locales, des partenaires locaux qui connaissent bien l'environnement et qui sauraient appréhender ces flux. Équivalent sur les axes où il y aurait le plus de trafic de poids lourds, donc la RD33, RD de ce réseau-là, et RD de ce si vous regardez les cartes, elles sont ici, là, ici, et le deuxième XP. Et pour également gérer au mieux ce trafic routier, ce qui est possible et souhaitable de mettre en place, c'est un aménagement des géomètres pour ne pas recevoir une généralité de trafic routier au moment justement où il y a plus de monde sur les routes, donc pour les heures de pointe du matin et du soir. Pour compléter sur le trafic routier, on a la CCLO, M. Salacagna, qui voudrait présenter les aménagements qui sont en cours de réflexion et de bientôt de réalisation par la CCLO. Bonsoir. Donc, la CCLO accompagne en fait tout la plateforme logistique Lidl qui est, il faut que je me mette ici, la plateforme logistique qui devrait voir le jour dans les moins de 3 ans et qui est une plateforme qui est à proximité du site de projet. Donc, vous le voyez ici, la plateforme Lidl sera ici, le projet devait être un petit peu plus loin. Donc, on l'a vu sur la carte des trafics routiers, un point de modal important et un point d'entrée à l'ensemble des plateformes. Et donc, nous travaillons sur la conception d'un nouvel accès à la plateforme logistique, ici, qui va se raccorder sur le giratoire de la MD2 à MD3, puisque la plateforme logistique Lidl, c'est 300 PL jour, il faut pouvoir les insérer. Le carrefour actuel est un carrefour en 5 branches, il ne faut pas recevoir une branche supplémentaire. Donc, la technique qui a été choisie, c'est de réutiliser la branche existante qui va vers Bézingran, d'en faire une voie prioritaire d'accès à la plateforme, et la voie de Bézingran, tout simplement, se connectera sur la voie d'accès. Voilà, c'est une petite modification qui permettra d'intégrer les flux pour la plateforme logistique Lidl et qui donne forcément une opportunité ou pas, dans le cas du projet, ce sera en porteur de projet, à la concertation de définir la possibilité d'ajouter du flux poids lourd sur cette plateforme. Aujourd'hui, le projet intègre de toute façon un dimensionnement capable, puisqu'on est parti sur l'hypothèse d'un trafic en poids lourd jour de 500 unités par jour par sens. Donc, c'est largement la capacité structurelle et fière dans le trafic qu'on connaît d'insérer cet ouvrage. En détail, on le voit un petit peu plus près. La voie prioritaire, la voie prioritaire pour accéder aux plateformes et la voie de. Et la voie de Bézingran, donc, se raccordera ici, via un carrefour en stop, assez classique. Donc, il n'y aura pas de perturbation de flux poids lourd sur la commune de Bézingran, puisque le flux sera direct sur la pénétration dans la plateforme. Merci, Cécile. Au prochain. Merci, M. Salaverrière. On va laisser Axel présenter du coup le transport ferroviaire. Merci. Oui, pour poursuivre sur les différents modes de transport auxquels on peut avoir recours, vient le transport ferroviaire. Donc, lui qui pourrait être utile pour les mêmes raisons que le transport routier, donc pour la biomasse et les produits finis.
Voilà, il faut savoir qu'un train, dans le cadre de notre projet, équivaut à peu près 30 poids lourds. Donc, ça montre le réel intérêt et le réel impact qu'aurait ces décisions et les espaces du ferroviaire. La mise en place du fret ferroviaire sur le projet d'hélice, mais également profiter à d'autres entreprises voisines, puisqu'on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ça nécessiterait des travaux de remise en état de certaines voies de circulation et la construction de certaines voies privées pour pouvoir accueillir et envoyer des trains, justement. Donc, la remise en état, la réflexion de ces voies de service pourrait profiter d'autres projets, d'autres industriels qui pourraient envisager de voir le fait ferroviaire. Donc, de façon un petit peu plus claire, voici l'étape du réseau ferré. Donc, envers ce qui est le réseau ferré national, donc qui est géré par SNCF Réseau, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être un réseau. Et vous voyez le détail des différentes voies ferrées autour du projet. Ici, sur la question de l'IRA, avec Alina qui est JetSjet, et sur la question de Solegy, pour le projet de l'île en Pointillé. Ce sont les voies qui sont actuellement existantes mais inutilisables et qui nécessiteraient une réflexion. Et comment se passe l'espace ferroviaire? Hélice Énergie devrait louer des wagons auprès de loueurs de wagons, de producteurs de wagons, ainsi que des locomotives, les différentes alternatives sur les locomotives. Elles peuvent être thermiques, électriques ou hybrides, et elles doivent pouvoir s'adapter au réseau ferré sur lequel les trains vont circuler. C'est des axes sur lesquels les trains vont passer. Et pour pouvoir circuler, Hélice Énergie doit demander et se voir attribuer ce qu'on appelle des sillons, qui est une forme de passage sur le réseau ferré national qui nous autoriserait à circuler des trains sur certains créneaux horaires. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça garantit de ne pas venir perturber les trains de voyageurs. Donc, si vous avez l'habitude de prendre des trains c'est Artis, demain, les trains que l'Élise organiserait ne viendraient pas perturber le voyage. Enfin, sur le transport maritime, pour les flux plus négatifs, un bateau équivaudrait à peu près 250 camions. Donc, le recours à ce mode de transport permettrait, dans le cas où vous en avez besoin, de ne pas lancer, entre guillemets, 250 camions sur les routes. Et permettrait un acheminement beaucoup plus massif et beaucoup plus direct. Si le point d'approvisionnement est exactement ça. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne se suffit pas à lui-même de ce projet. Il faudra aussi avoir recours au fret ferroviaire et ou au routier. Donc, le scénario qu'on veut favoriser, c'est le transport routier, un mix entre le transport routier et le transport ferroviaire. Parce qu'en fait, on y voit plusieurs avantages. Le transport routier est un transport qui est flexible et qui est souvent moins onéreux,
mais souvent également que le transport ferroviaire. En revanche, il peut créer de l'encombrement sur le réseau routier, et on l'a vu un peu tout à l'heure, et un peu plus polluant que le ferroviaire. Le ferroviaire, lui, il est moins adapté aux très courtes distances, et il peut être un petit peu plus onéreux, il est un petit peu moins facile à mettre en place sur des flux un peu exceptionnels. Donc, allier les deux me permettrait en fait de profiter des avantages de l'un et de pallier un petit peu les inconvénients de l'autre. Le scénario où on aurait recours aux 3 modes de transport paraît moins pertinent. Simplement parce que sur des courtes distances, avoir recours aux 3 modes de transport, il y a une trop de rupture de charge et c'est moins intéressant. Donc, pour avoir toujours cette logistique qui soit efficace et qui soit efficiente, il faut aussi anticiper les potentiels problèmes qu'on peut rencontrer lors de l'exploitation. Donc, chaque mode de transport, ses inconvénients et ses potentiels problèmes. Quand on parle du ferroviaire, il peut y avoir des événements exceptionnels, des travaux sur les voies, des retards ou des mouvements sociaux qui n'ont pas raté un train pendant un mouvement social SNCF. On connaît tous ces problèmes. Donc, c'est des sujets qu'il faut pouvoir anticiper et savoir comment les gérer. C'est aussi, si on envisage sérieusement de faire du foot ferroviaire, on ne peut pas passer sous silence et de faire sur le problème. Donc, ça va se gérer un peu de la même façon que le transport maritime, via des stocks tampons. Donc, dans le cas de l'approvisionnement en biomasse, ça va consister à venir puiser un peu plus dans les stocks qu'on aura constitués, en attendant que les situations reviennent à la normale. Et également organiser ce qu'on appelle le report modal et un recours au transport routier. Mais via la gestion de ces tampons, vous pouvez éviter d'avoir un report modal sinon. Pour le marketing, c'est un petit peu le même genre de gestion, si on n'a pas forcément les mêmes problématiques. Et enfin, pour le transport routier, on a aussi l'utilisation de ces tampons. Mais on peut aussi jouer sur une organisation différente, un peu adaptée, des plannings, des transporteurs, donc de l'approvisionnement et de distribution. Merci Axel. On a terminé la présentation sur la partie transport en phase d'exploitation. Avant de passer sur les transports en phase chantier, on a tant de questions-réponses sur ces éléments. Non. Merci monsieur, et ensuite le premier. Merci pour la présentation. Question est sur le volume des stocks en fait, que vous allez devoir garder sur les sites d'exploitation. Quel volume de biomasse, ça représente quelle surface où vont se trouver ces surfaces. Et quel que soit le choix que vous ferez, non seulement vous avez besoin de stocks de sécurité pour ces approvisionnements, un risque de stocker la biomasse quelque part avant de mettre en ligne. Oui, tout à fait, vous avez raison. Les stocks de transport, de sécurité de plusieurs formes. Il parlait soit d'un stock qui est un peu déporté, donc une forme qui n'est pas sur place, donc qui est un peu plus loin, qui nous permettrait de nous approvisionner un peu plus facilement, soit et ou unités de stock sur notre site. On constitue au fur et à mesure, si un train de biomasse arrive, on va forcément consommer, effectivement, utiliser toute cette biomasse immédiatement. Donc, ça va nous aider à constituer un stock. Aujourd'hui, quand on a pu le dire quand on l'a vu, on est dans une phase amont du projet où tous les critères et tous les tenants aboutissants ne sont pas figés. C'est justement dans le cadre de cette conservation qu'on peut encore faire bouger les choses. Donc, vous dire exactement
quels seront les stocks, quelle quantité, combien de temps ça va durer. Ça va dépendre encore des critères qui ne sont pas arrêtés. Mais ce sont des études sur lesquelles on travaille. Un complément. Juste un complément, parce que dans le choix du site, on met à choisir la parcelle actuelle, puis le fait qu'on est en capacité de réserver à peu près 10 hectares pour faire du stock en masse. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas quand il y aura de masse dessus et quel temps de stock en haut ça correspond, mais on a la place sur le site de consacrer 10 hectares environ à ce cas de masse. Une question de combien? Et c'est un peu la même question que c'est dans là. Je veux juste me présenter, je peux dire assez donc on a à gérer un souci de stock fermentescible. Là, on est sur la biomasse non fermentescible. Ceci dit, il y a l'esthétique, il y a effectivement tout ça à prendre en compte quand même, parce que voilà, les stocks, c'est des stocks. Et 1000 tonnes jour, ça fait quand même des masses. Alors, je ne voudrais pas les collègues, je vous invite à venir à l'atelier territoire qui présente tout ça. Je suis désolé, mais je demande encore un peu de patience. On a tant de questions à passer à la phase chantier. Non. Monsieur au premier rang et ensuite le reste, tu peux checker le chat. Oui, bonsoir. Avez-vous l'idée du nombre de femmes qui aiment par jour dans un article sur le site? C'est une bonne question, effectivement. Pourtant, du principe qu'effectivement, tous les tenants aboutissants du projet ne sont pas arrêtés, ils sont encore amenés à évoluer. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de vous dire il y aura tant de trains par jour. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à l'historique de Megatix, qui, de mémoire, c'était en 2007, gérait sur les 750 et 900 000 tonnes de fret par an. En fait, si vous voulez gérer, et vous pouvez gérer la totalité des flux du projet ECO, ce n'est pas un problème pour l'exercice qui a déjà connu des flux. On n'a pas de questions dans le chat. Peut-être qu'il y a une dernière question dans la salle. Non. Du coup, on peut passer à la phase. Je t'en prie. Merci. Tout d'abord, alors c'est un zoom très préliminaire sur la phase chantier. Évidemment, il y aura une phase de concertation continue à la suite. Nous, de notre côté, on a encore besoin de faire quelques études. Donc, c'est parmi les choses sur lesquelles on s'engage. On verra de la concertation continue avec plus de précision sur les quantités, sur les plannings de construction qui sont aujourd'hui très très importants sur le projet. Les dimensions que je donne sont vraiment une première information et on reviendra dans quelques mois, une fois qu'on aura pu faire des études et qu'on aura plus de détails. Un engagement déjà pris vis-à-vis de différents, que je retrouve ce soir aussi, et on va faire une situation de on a parlé tout à l'heure de la phase d'opération, mais avant d'opérer, il va falloir construire. Et la principale chose qui va se passer pendant la phase de construction, c'est qu'il va falloir faire venir des compagnons sur le site tous les jours pour faire les unités. Donc on est parti sur une hypothèse de construction qu'on appelle tout sur place, et où globalement, on voit qu'entre les différents sites, on a de 300 à 1000 sommeliers qui vont venir en pic sur les sites. Ces chiffres sont très variables, c'est-à-dire que vous avez différentes stratégies de construction, en fonction des politiques, en fonction de la disponibilité des gens, en fonction des instruments.
ou vous pouvez faire des modules plus gros qui vous permettent de réduire le logement, ou de faire choisir de tout faire sur site, ou le béton sur site, etc. Donc, c'est les premiers chiffres qu'on donne, basés sur une estimation de construction souvent sur site. Voilà. Donc, ça fait du monde. Ça fait quasiment 2500 personnes en pic sur nos 3 chantiers en même temps. Donc, voilà, l'objectif va être de chercher à mobiliser un maximum de personnes en local, en particulier pour monter les pressions sur les logements et sur le trafic routier, tout en faisant attention à ne pas trop mobiliser en local pour que les gens qui sont sur place sont d'un maçon, qui trouvent un maçon. Dans les alternatives que je disais, si on se rend compte que globalement, ça fait une pression de confiance sur le territoire, il y a des alternatives en utilisant de la préfabrication et des modules. Ça a un avantage, c'est qu'il y a moins de monde qui vient sur le site le matin. Ça a un inconvénient, c'est qu'il faut bloquer le plus souvent pour faire des transports exceptionnels. C'est toujours l'équilibre à trouver entre les pour et les contre de chacune des alternatives. Pour revenir sur un peu les transports que vous verrez passer autour de chez vous, l'immense majorité des équipements et du matériel sera amené soit par transport normal, soit par ce qu'on appelle les transports exceptionnels de catégorie 1. Là, ce sont des gros camions avec des gyrophares orange, des gros exceptionnels dessus. C'est des camions qui ne nécessitent pas d'intervention routière, qui ne créent pas de gêne particulière au trafic. Et ça, c'est utilisé pour quasiment tous les équipements, les éléments de structure métallique, les éléments de tuyauterie pour fabriquer, etc. On va quand même avoir quelques très gros équipements à transporter, sur dizaines, voire centaines de tonnes, qui nécessitent des transports exceptionnels de catégorie 3. Ça, c'est des choses qui sont très réglementées, sur lesquelles lancer des études exploratoires de transport, qui peuvent nécessiter de démonter temporairement le gouvernement, temporairement des éléments de la four pour laisser passer les équipements qui, pour le coup, peuvent être sur des longueurs importantes et nécessiter parfois de couper des routes. Donc ça, aujourd'hui, on pense que sur l'ensemble des 3 sites, ça concerne moins de 10 pièces d'équipement. Et donc, on aura peut-être quelques transports comme ça, comme tu as ajouté, une licence. Et moins, il faudra le faire. Ensuite, on va chercher, pareil, au niveau de ce béton, à minimiser les camions d'oubli. Il faut savoir que dans les camions d'oubli, on transporte surtout de l'eau, donc on préfère mettre des centrales à béton sur le site. Comme ça, on a plus que le ciment et le gravier transporté sur le réseau et on arrive à diminuer de 24 à 30 camions au jour, 2 camions par jour pour des logements du on a sur des gros projets, des gros chantiers qui justifient ce type d'équipement d'installation. On prévoit de les utiliser pour limiter au maximum tous les trafics côtés. J'ai dit mon introduction et je le redis là. Je suis désolé de vous avec une information sur ces impacts de chantier. Il faut savoir ce jeu les quantités installées, qui sont des études pour les affiner. Ce sera plus d'informations quelques mois. On fait cette information. On va vous les communiquer et on sera transparent sur les sujets. Merci Étienne pour cette présentation. On a un dernier temps de questions-réponses. J'ai l'air d'avoir été plutôt clair dans leur présentation. Monsieur le Président. Et c'est toujours sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez prévu
l'idée de l'impact que va avoir l'augmentation des trafics routiers et puis du personnel, parce que ça va faire beaucoup de voitures qui vont circuler. Donc, bilan GES sur la communauté de communes, la Cortèze, puisqu'il faut diviser par 4 les émissions du transport routier, entre autres. D'ici 2020, on aurait dû amorcer la baisse, mais le transport routier tire droit, il n'y a pas de baisse des émissions. Il y a deux réponses à cette question. La première qui concerne tous les transports qui sont liés à la fabrication du produit. Donc, dans les 70% d'appointements, on inclut toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport des camions de masse, au potentiel camion de chimie, si jamais, c'est expliqué tout à l'heure. Les émissions indirectes liées au transport des salariés ne sont pas incluses dans les mandats de ce calcul. On ne les a pas, on ne rentre pas dans le sens, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les suit pas, et ce qui ne veut pas dire que, de l'autre côté, on ne va pas travailler avec la CCLE dans les années à venir pour s'assurer que les salariés qui vont venir sur site aient d'autres moyens de transport que le gens d'hiver. À titre personnel, je prendrais un échec si tous les salariés des sites de budget de ELAC et de EMAC devaient venir avec leur propre voiture en voiture individuelle en 2028, quand c'est pas qu'on connaît aujourd'hui les nécessités de la réduction de sécurité. Voilà, c'est très facile de faire un transport du coup par la piste des voitures, un système sécurisé qui peut aller tout à fait des sites de ELAC et de budget jusqu'à la matrice. Il y a déjà, je pense, 70 en dessous de la taille. En fait, les 30% en restant. Et ensuite, ça va être à nous, en tant que maître d'ouvrage, de mettre en place les organisations. Il y a quelques années, je suis sûr que si vous vous souvenez, à Montpellier, il y avait des camions qui cherchaient les ouvriers pour les bus. Et on a cédé à la facilité de la flexibilité du transport individuel. Il faudra probablement revenir à des bus et des CRS, certes, mais en tout cas, on essaiera de faire une chose pour que ça se passe aussi. D'autres questions dans la salle? On fait un check dans le chat pour dire d'être sûr. Ok. Du coup, comme vous l'avez expliqué, il y a plusieurs outils d'information et de contribution qui sont à votre disposition et plusieurs rencontres également qui vont voir le jour. Je vais laisser les garantes conclure cette réunion, ce temps d'échange. Merci. Alors, ce soir, on va parler de quantité par rapport au nombre de personnes qui avaient par rapport aux autres réunions, mais on est plutôt en qualité. Donc, c'était un sujet, comme vous avez vu, hein, c'est pas évident parce qu'on est en amont du projet, on est vraiment dans cette phase de co-construction. Donc, c'est pas évident en termes d'informations pour partager avec vous, mais comme ça a été dit, et nous, on l'a bien noté, nous allons le retranscrire dans le bilan. L'enseignement est filmé. Effectivement, pendant la phase de concentration continue, il y aura tous ces éléments qui vont être au fur et à mesure et sur lesquels vous allez pouvoir partager encore et qui pourront être aussi construits. Et encore une fois, vous pouvez tout à fait demander sur le site internet pour rencontrer les personnages de projet en direct pour travailler toute cette partie transport qui est bien évidemment fondamentale. Et comme vous l'avez souligné, fait partie du développement du projet et qui n'est pas négligeable. Donc encore merci pour votre présence. On vous retrouve soit un petit créneau, soit plus tard. Mercredi, si vous avez des jeunes de votre entourage, donc souvent au mix l'après-midi, ils peuvent passer, il y aura un stand au mix l'après-midi. Donc, on est encore au début de cette concertation. On a passé un gros mois et on a jusqu'au 17 janvier. Donc, c'est important aussi de pouvoir continuer à contribuer, de partager cette concertation avec votre entourage.
Donc, j'ai réussi à y participer. Merci et bonne soirée. Merci et merci à la mairie de Paris de nous avoir accueillis ce soir. Merci.